remercie, très honoré que l'ouvrage que j'ai écrit il y a 2 ans ait été choisi par les étudiants. Je l'avais appelé « Nouvelles histoires naturelles quand l'homme entre en scène ». Parce qu'en fait, l'histoire naturelle est à réécrire avec la présence de l'homme. Avant l'arrivée de l'homme, chaque espèce connaissait à peu près ses congénères, ses voisins, ses proies. Les oiseaux, les animaux naissaient avec leurs outils, les serres, les griffes, le venin, les dents, les ailes pour se déplacer, les nageoires pour nager. Et chaque espèce gardait pour sa vie ces outils-là. Un oiseau, en grandissant, ne faisait pas l'acquisition d'un GPS pour retrouver le nid. Donc il y avait un instinct inné, éternel au sein de cette espèce, même s'il y a eu bien sûr une évolution extrêmement lente. Chacun connaissait sa proie, ses prédateurs, et s'était équipé pour faire face et survivre, c'est-à-dire protéger sa famille, on va dire, développer le territoire. Et petit à petit, mais d'une manière brutale, est arrivé ce mutant surdoué qui est l'homme. L'homme est un animal surdoué. Et donc, il a inventé rapidement des outils si bien que les autres espèces qui étaient habituées à côtoyer les autres avec un équipement de naissance immuable pour l'existence, fait retrouver en face d'une espèce extrêmement agressive pour lui, qui est capable de remuer la terre, d'inventer des outils d'une extrême puissance. Et donc, chaque espèce, aujourd'hui, se trouve effectivement en face d'une espèce surpuissante qui ne tarit pas d'innovation, d'invention. Et effectivement, en moins d'1 siècle, l'homme a pris possession des espèces et des espaces. Et donc, le livre, effectivement, Nouvelle histoire naturelle, c'est comment revenir dans un écosystème terre originel. Et alors, donc, quand on parle d'environnement, chacun, bien sûr, dans sa spécialité, défend son projet. J'ai essayé de trouver un canevas qui permettait de réfléchir à chaque fois comment son action peut s'inscrire dans le fonctionnement d'un écosystème terre le plus près possible du système originel que je vous ai décrit là. Et donc, il y a dans l'écosystème terre, si vous voulez, un triangle de base. D'abord, la production primaire. La production primaire, c'est le miracle de la photosynthèse. Vous y avez affaire régulièrement. C'est quand même prodigieux que les plantes, avec de l'eau, des sels minéraux et de la lumière, soient capables de faire leur nourriture. Moi, je dis toujours, si sur le crâne, on avait mis de l'herbe, on se mettrait au soleil et, si vous voulez, on aurait du glucose qui nous serait fourni. Ainsi, bon, on a mis des poils. C'est absolument miraculeux, cette histoire de photosynthèse. Imaginez l'autonomie de la plante. Enfin, l'autonomie, elle n'est pas autonome à 100%, mais avec un peu d'eau, des sels minéraux et du soleil, elle vit. Donc ça, c'est la production primaire. Elle est terrestre, bien sûr, celle que vous connaissez, mais elle est énormément aussi océanique. Elle est beaucoup océanique. Ce sont des phytoplanctons permanents. Et la récolte, elle n'est pas que annuelle ou biannuelle, elle est permanente. Le phytoplancton se déploie et se développe en permanence. Donc ça, c'est la production primaire. Ensuite, vous avez les consommateurs. Je parle toujours dans la nature. Alors, il y a ce que l'on connaît, les carnivores, les herbivores, les consommateurs, et puis l'humain, bien sûr, qui est un consommateur dont on connaît la voracité et l'appétit. Et troisièmement, dans l'écosystème Terre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sont les recycleurs. Donc, production primaire, les consommateurs et les recycleurs. Là, on est nul. On est nul. La nature est extraordinaire pour recycler les choses. Alors, les recycleurs, on connaît les vautours, les hyènes, etc. Mais le boulot, il est fait par l'invisible. Tous ces microbes, toutes ces bactéries, toutes ces levures qui font un boulot colossal, jour et nuit, 24 heures sur 24, si vous voulez, et qui ramènent la matière organique dans une matière minérale qui va de nouveau revenir aider la production primaire. Et donc, comment j'ai proposé ce canevas pour une réflexion sans arrêt dans mon action, où est-ce que j'atteins, où est-ce que je favorise, où est-ce que je porte atteinte à la production primaire. Ensuite, la qualité du consommateur. Qui sommes-nous comme consommateurs? Devenons des consommateurs intelligents. Et puis, recycleurs. Un des échecs du recyclage aujourd'hui qui est très, très menaçant, on va dire, c'est notre incapacité à recycler le gaz carbonique que l'on émet. La nature est saturée. Elle ne peut plus
réintégrer dans son système tout le CO2 que l'on envoie. Les plantes font un gros effort, les océans en font de même, mais il y a une saturation. Et là, effectivement, il y a une ouverture sur les conséquences de cet effet de serre accru par le CO2. C'est un autre sujet qui concerne l'énergie, bien sûr, mais ce livre est, si vous voulez, une aide à la réflexion, de manière à ce que dans chaque acte que l'on entreprend dans la vie, que ce soit en tant que parent, enfant, homme politique, si vous voulez, industriel, on ait ce schéma triangulaire en tête: production primaire, consommateur, recycleur. On fait des progrès, c'est évident, mais je pense que si on est rigoureux dans chacune de ces trois, dans ce tripode de l'écosystème Terre, c'est un schéma qui permet de revenir à un fonctionnement beaucoup plus durable. C'est l'objet de mon livre. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Monsieur Pierre Feillet, donc, qui était nominé au prix des lycéens pour Nos aliments sont-ils dangereux? 60 clés pour comprendre notre alimentation. Oui, bonjour. J'ai été également très agréablement surpris d'être dans ce trio dans lequel s'est fait un choix. C'était un grand plaisir. Personnellement, depuis un certain nombre d'années, je travaille sur l'ensemble formé par trois mots: alimentation, puis au sens large, comme on dit parfois, de la fourche à la fourchette, ou de l'étable à la table, ou du champ à la cuisine. Donc, l'alimentation, premier mot. Deuxième mot, technologie, progrès technique, progrès scientifique. Et troisième mot, société. Donc, ma réflexion, c'est de voir comment notre système alimentaire peut être modifié par le progrès de la science et de la technique, et comment cela sera reçu et quel effet cela aura sur la société. Ma démarche dans l'écriture de ce livre a été double. Elle a d'abord été de partir de l'homme, de ce qu'il mange, c'est-à-dire de l'aliment, et de constater que l'aliment a trois grandes composantes. Il a une composante biologique, il a une composante culturelle, il a une composante sociétale. La biologique, elle est connue depuis toujours. L'aliment nous apporte des nutriments, des calories pour nous permettre à notre système physiologique de fonctionner. Et puis également, l'aspect de la biologie, c'est que quand on mange, il ne faut pas s'empoisonner. Donc c'est l'aspect sanitaire. Et ça existe depuis que l'homme est homme. Puis au fur et à mesure que les cultures se sont développées, que les hommes se sont séparés des uns des autres, que des pays se sont construits, la relation de l'homme à l'aliment a évolué, et il y a certains pays où on mange du chien, il y en a d'autres où c'est inconcevable. Il y a des pays où à midi on mange, je parle par certains pays d'Amérique du Nord, notamment des États-Unis, où à midi on va manger tout seul dans son coin, on se nourrit, il n'y a aucune relation, alors qu'en France, chacun... D'ailleurs, la France, vous le savez peut-être, est le pays où entre midi et demi et 1h30, il y a plus de 70% de la population qui mange. Et on est les seuls dans cet état. Donc, en fait, il y a une composante culturelle dans notre alimentation. Et puis, plus récemment, mais c'est relativement très récent, c'est 10-15 ans, il y a une composante sociétale de notre alimentation. Est-ce qu'en mangeant, on a un impact sur l'environnement? Est-ce qu'on modifie les grands équilibres des écosystèmes terrestres? Est-ce que nous mangeons de manière équitable? Est-ce qu'il y a de quoi manger pour les autres si nous mangeons ce que nous mangeons? Donc ces trois composantes ont été la trame des questions que je me suis posées, ces 60 questions, dont l'une d'entre elles était les aliments sont-ils dangereux? Mais il y en avait beaucoup d'autres, touchant à l'alimentation dans le monde, touchant à l'effet de serre, touchant aux OGM, touchant peut-on manger de la viande, etc. etc. Donc ça, c'était dans ma tête. Et puis, j'ai eu de l'autre côté, j'étais de plus en plus perturbé par tout ce qu'on peut entendre des médias sur les questions d'alimentation. Alors, les pauvres journalistes, c'est leur métier de donner des informations aussitôt qu'ils les reçoivent sans les vérifier. Mais combien de fois j'ai pu entendre des messages qui, quelques jours après, s'avéraient peu validés,
Bon, l'un d'entre eux, récemment, on nous expliquait doctement qu'un grillon apportait autant de protéines qu'un beefsteak de 120 grammes. Alors quand on sait qu'un grillon c'est 1 gramme et qu'un beefsteak c'est 120 grammes, on ne voit pas comment ça peut fonctionner si on fait un petit calcul. Et cette idée-là, elle est reprise. Elle est reprise sur Internet, elle est reprise par ceux qui vendent des insectes, elle est presque reprise, pardonnez-moi, Monsieur le Président, par certains services de la FAO. Donc, ça m'a quand même perturbé de voir qu'il y avait tant d'inexactitudes. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il est possible, non pas de donner la vérité, parce que celle-ci évolue, mais de dire simplement ce que pense la majorité de la collectivité scientifique, les institutions officielles, les organismes de recherche, les académies, les agences nationales et internationales. Qu'est-ce qu'ils pensent sur toutes ces questions? Ce qui ne veut pas dire, et je l'ai expliqué dans ma préface, qu'ils ont nécessairement raison, parce que Pasteur a eu raison contre toute la science de son époque lorsqu'il nous a expliqué que la génération n'était pas spontanée. Galilée et les savants de son époque ont été les seuls contre tout le monde à nous expliquer que la Terre n'était pas forcément au centre du monde. Donc il y a de temps en temps des prophètes qui font émerger des connaissances, mais aujourd'hui c'est rare et tout le monde n'est pas Galilée, tout le monde n'est pas Pasteur. Et donc je me suis dit, essayons de retrouver le corpus de connaissances qui est accepté par la majorité de la communauté scientifique. Et c'est ça que j'ai voulu retraduire. Donc cette communauté, parfois, elle s'est peut-être trompée, donc il y a peut-être quelques affirmations dans ce livre qui, dans 5 ans, dans 10 ans, s'avéreront fausses, si je peux utiliser cette expression, et que d'autres vérités suggéreront. Mais aujourd'hui, j'ai voulu, en 4-5 pages sur chaque question, dire voilà ce que raisonnablement on peut dire sur la question. Et chacun des chapitres, en fait, ou chacun des petits paragraphes de 3-4 pages, mon espoir, et comme j'ai assez souvent été invité pour en parler, c'est qu'il soit objet de discussion et de débat. Donc en fait, ce livre, c'était 60 questions, 60 clés à mettre dans le débat, en vous donnant au départ de ce débat ce que pense la communauté scientifique sur le sujet. Maintenant, c'est ouvert à discussion parce que, à la fin, et j'en suis persuadé, c'est le consommateur qui décide. Et aujourd'hui, il ne se laisse pas raconter n'importe quoi.